Maintenant, pour revenir à la Colombe, à la conférence nationale, il y avait une déclaration du RDPS, du parti Chikaya, qui disait plus jamais ça. Je suis l'auteur de cette partie. La personne qui a écrit cette phrase, plus jamais ça, c'est Jean Itadi. J'étais le numéro 2 du RDPS en ce moment. Mais ce n'est ni Tissé Chikaya ni Jean Itadi qui ont gouverné depuis pour tuer les gens. Alors, il ne suffit pas de dire on se lave les mains ou on jette les colombes. Il faut faire en sorte que le pays soit en paix. Si vraiment les autorités actuelles veulent la paix au Congo, la première chose, c'est d'éviter au pays des risques. Et on dit souvent, dans le doute, abstiens-toi. Tu ne peux pas courir le risque de donner à des enfants qui jouent des allumettes lorsque tu sais qu'il y a l'essence, qu'il y a la mousse à côté et ça peut flamber. Nous savons que ce pays a vu des risques importants. Nous avons un passé qui n'est pas toujours un passé de calme. Et les autorités veulent aller à un référendum constitutionnel en sachant que ça peut amener le pays à la guerre. S'ils le font, c'est qu'ils veulent en réalité la guerre. S'ils voulaient la paix, ils allaient se dire, très bien, on laisse tomber cette affaire. Si les Congolais veulent, ils le feront plus tard. Mais pour éviter tout ça, créons les conditions des élections libres, justes et transparentes. Et puis c'est tout. Mais s'ils persistent, c'est qu'en réalité le Congo n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est le poste qu'ils occupent et les avantages qu'ils ont. Et ça, nous ne pouvons pas leur dire, vous avez raison d'amener le Congo à la catastrophe. Nous devons nous opposer. Monsieur le Président, vous êtes président d'un parti. L'immoralité qui commence à gagner tous les Congolais, surtout la jeunesse. Vous avez vu lors de la CAN ce qui s'est passé. Et plus qu'avant-hier, avec l'annulation du baccalauréat, en tant que responsable politique, est-ce que vous vous sentez interpellé? Absolument. Absolument. Pourquoi? D'abord, les acteurs politiques sont souvent choisis comme des rôles modèles. Des gens dont le comportement est copié. Mais si les dirigeants politiques ont autorisé des pillages, ont pillé, parfois même avec leurs enfants, pourquoi voulez-vous être surpris de voir des enfants continuer à piller et à voler ou à violer quand ils ont fait avec leur père? Vous pensez que les vols qui se passent dans ce pays sont dus pour une grande partie de la part des petites gens? Si les vols étaient moins importants au niveau des grands, des en haut d'en haut comme on dit dans certains pays, ce ne serait pas le cas. Si les crimes commis dans ce pays n'étaient pas faits par des grands, certains auraient connu la vérité. Pourquoi il n'y a pas la vérité sur les crimes du beach? Pourquoi? S'il n'y avait que des lampistes, on aurait su. Donc, c'est les hommes politiques qui doivent donner l'exemple. Mais les hommes politiques, les premiers qui donnent l'exemple, c'est ceux qui occupent justement les fonctions publiques, les fonctions d'État. Si eux se comportent mal, si eux donnent l'impression que mal se comporter permet de rester tranquille, de n'avoir rien à redouter, évidemment, le petit fera. Vous demandez, vous dites les jeunes pour le bac, ils sont révoltés parce qu'ils ont eu des matières. Très bien, c'est une mauvaise chose. Effectivement, il faut condamner, mais qui a donné des matières? Mais les élections se passent comment dans ce pays? Ceux qui les organisent trichent justement. Comment voulez-vous qu'un jeune qui voit tricher, tripatouiller les élections, celui qui est élu n'est pas élu, on proclame celui qui n'est pas élu, pensez qu'au bac c'est différent? Non, l'exemple vient d'en haut et on dit souvent le poisson pourrit par la tête. C'est tout. Monsieur le Président, vous avez été ministre, ancien ministre dans ce pays et vous êtes homme politique. Demain, les ministrables, c'est encore vous. Beaucoup d'argent que le pays a eu après la guerre que nous avons connue dans ce pays. On parle des excédents budgétaires, on parle de l'argent caché dans des banques. Et aujourd'hui, il y a une chanson qui est là, le pétrole a baissé. Vous, en tant qu'homme politique, est-ce que cette chanson-là peut être bien acceptée par vos militantes et militants? Bon, il est évident que le prix du baril du pétrole a baissé. Le 11 octobre 2014, à la sortie officielle du Cap,
je m'adressais au chef de l'État du Congo en disant, vous savez aussi bien que moi que le Congo est très sensible au choc extérieur. Parmi les chocs extérieurs, il y a précisément les modifications de recettes liées précisément aussi au cours de l'unique, parce que nous sommes un pays mono-exportateur, de l'unique matière première que nous exportons qui est le pétrole. Le Congo ne maîtrise rien dans ce domaine. Le marché nous échappe, mais aussi la production. Donc il y a des risques. Mais le Congo, depuis 2002, chaque année, dans le budget de l'État, a dit, en dehors du budget, nous avons un excédent budgétaire de temps, qui a été souvent annoncé entre 2 milliards et 3 milliards de francs CFA. Question, nous sommes en 2015, 13 ans après, où est cet argent? Si aujourd'hui, oui, le pétrole qui était à plus de 100 $ le baril est autour de 50-60 aujourd'hui, c'est vrai, mais l'argent économisé est où? Je ne suis pas sûr qu'il soit à la Banque centrale des États d'Afrique centrale ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit au Trésor. S'il n'est ni à la Banque centrale ni au Trésor, cet argent est de la maison de qui? Dans le compte de qui? Il travaille au profit de qui? Donc, la chanson, comme vous dites, la baisse du prix du pétrole, je ne l'entonne pas parce que je sais que oui, le prix a baissé, mais il va remonter, hein, ce n'est pas une éternité non plus. La production d'ailleurs va augmenter aussi. Mais nous avions des réserves. Où sont-elles? Avec ces réserves, nous pouvons amortir le choc. Et c'est précisément ça qui est utilisé par les pays. Les réserves qu'on fait, les économies budgétaires servent à financer la dette, servent à amortir les chocs, servent à préserver de l'avenir des chocs éventuels qui pourraient arriver. Si cet argent a été économisé comme il a été dit, il doit être quelque part. Puisqu'il n'a pas été prévu dans le budget, il n'a pas pu être dépensé. Puisque la loi de finances, c'est la loi qui donne le droit au gouvernant de sortir d'argent public pour effectuer telle ou telle chose. Si quelqu'un l'a mis quelque part, et s'il n'est pas dans les comptes publics, s'il est volé, ce monsieur doit rendre compte. J'espère qu'ils n'ont pas volé. Monsieur le Président, en tant qu'homme politique, quand vous entendez, c'est une information qui est vraie, qu'il y avait eu vol de beaucoup d'argent à la présidence de la République, 10 milliards, vous en tant qu'homme politique, hein, est-ce qu'un citoyen, fût-il président de la République, peut avoir une banque chez lui? J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, ce serait un scandale. Le chef de l'État, dans nos pays, a sa rémunération et bénéficie des fonds politiques. Des fonds politiques, il en fait ce qu'il veut. Mais ce montant est inconnu. Hein. Son salaire, j'espère qu'il est connu. Il y a des pays où le salaire du président est même payé par le Premier ministre. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui le reçoit, c'est le Premier ministre qui donne la part du président. Mais évidemment, le président n'est pas le TPG, ce n'est pas le trésorier payeur général. Ce n'est pas son rôle. Le président n'est pas le percepteur, ce n'est pas son rôle. Le président n'est même pas le ministre des Finances, parce qu'en matière financière, c'est le ministre des Finances qui est responsable. Mais le président n'est pas une banque. C'est pour ça que je dis j'espère que ce n'est pas vrai. Que ce bruit n'est pas vrai. Que ce qu'on a dit des veillées, ce n'est pas vrai. Que ce qu'on a dit des vols n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas possible que le président garde autant d'argent chez lui. Je crois que c'est un mensonge. Monsieur le Président, avec ce budget d'austérité, si vous étiez chef d'État, que feriez-vous des institutions qui sont en place? Je ne me posez pas la question sur les institutions. Je vous ai dit que nous ne reconnaissons pas certaines institutions qui sont là. Donc c'est clair que ce ne serait pas celle-là. Mais est-ce que le Congo aurait un gouvernement? Oui. Il en faudrait bien. Est-ce que le Congo aurait un parlement? Oui, il en faudrait bien. Question, quelle pourrait être la taille d'un gouvernement par exemple? Mais si je mets à part de ça, vous allez m'accuser de me comporter déjà comme si j'avais gagné une élection et j'étais en train de mettre en place un gouvernement. Donc je préfère ne pas répondre maintenant. Monsieur le Président, nous allons vers la fin de notre entretien. Vous avez fait, dans le cadre du FROCAD, un grand meeting à Pointe-Noire. Est-ce qu'il s'est arrêté ou il y a des points stratégiques que vous allez encore bâtir pour faire votre deuxième, troisième, peut-être quatrième meeting?
il faut dire que nous avons fait ce meeting du FOCAD à Pointe-Noire parce que nous voulions montrer que ce n'était pas que les quelques membres des partis qui sont là. Le peuple congolais, et ce n'est pas qu'à Brazzaville, parce que nous avions, dans le cadre du collectif, tenu un meeting ici à l'esplanade du Palais des Congrès, il fallait démontrer que le Congo entier, de plus en plus, se mobilisait contre ce que proposait le pouvoir actuel. Et le meeting de Pointe-Noire a été une réussite. Nous savons que dans le pays entier, les gens attendent ça. Nous avons des demandes de partout. Et je peux vous dire que nous donnerons suite à cela. Dans la période qui vient, il y aura d'autres meetings, et pas seulement qu'à Brazzaville. En tout cas, nous allons montrer partout que nous ne pouvons pas accepter, nous Congolais, que des gens veuillent s'asseoir sur la démocratie, s'asseoir sur les droits des gens, s'asseoir sur la République pour s'imposer éternellement. Si il y a une équipe qui va gouverner le Congo avec l'assentiment des Congolais, il faudrait qu'elle accepte la Constitution, qu'elle accepte les règles de la République, qu'elle accepte les principes démocratiques. S'ils ne le font pas, tous les moyens seront utilisés, donc y compris les marches, les pétitions, tous les moyens légaux, pour amener à ce que ces gens-là comprennent que le temps de se dire combien de divisions, j'ai les baïonnettes, je fais ce que je veux, ce temps-là est révolu. Parce que chaque goutte de sang qu'ils ont fait verser ou qu'ils feront verser, on leur fera faire en sorte qu'ils donnent. Effectivement, qu'ils rendent justice à leurs victimes et qu'ils rendent des comptes pour ce qu'ils ont fait. Donc, ce ne sera plus accepté comme tel. Ils doivent comprendre que la République vous donne un mandat, vous l'exécutez dans les règles du mandat et vous partez à la fin du mandat. Monsieur le Président, 2016 pointe déjà à l'horizon. Est-ce qu'avec ce laps de temps, toutes les manœuvres que vous envisagez à l'opposition peuvent être réalistes? Nous voulons l'alternance démocratique en 2016. C'est ce qui est prescrit dans la Constitution. Le président Sassou finit son deuxième et dernier mandat 12 août 2016. Le 14 août 2016, un nouveau chef d'État doit s'installer au palais. C'est la règle. Le devoir de tout Congolais, c'est de faire en sorte que cette constitution soit appliquée. Donc nous allons nous battre, mais pas que l'opposition. À mon avis, ceux qui sont au pouvoir devraient faire en sorte que la règle commune soit respectée. Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Si vous avez un message particulier adressé à vos militantes et militants et aux Congolaises et Congolais épris de paix et de justice. Les Congolais, militants du CAP ou non militants du CAP, doivent comprendre que l'avenir de leur pays est dans leurs mains. Qu'il n'y a pas d'homme exceptionnel qui pourrait rester là et les sauver, ni maintenant, ni plus tard. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'un humain est connue. Vous ne connaissez pas dans le monde quelqu'un qui peut dire « moi j'ai 200 ans », ça n'existe pas. Donc l'homme exceptionnel, ne vivant pas éternellement, il partira. Donc les Congolais doivent accepter que, quels que soient les présentations, il est condamné à partir. Ne fût-ce que parce que c'est cela, le cours normal des choses. Deuxièmement, on doit pouvoir se dire que ce pays mérite mieux. Nous sommes 4 millions, 400 et quelques mille d'après les estimations que j'ai. C'est moins de 5 millions. Dans une vingtaine d'années, nous ne serons pas millions. Mais nous avons des ressources importantes. Des ressources minières, forestières, pétrolières, des ressources en terre. Ce pays a les moyens de nourrir et de donner à chaque Congolais un revenu décent et intéressant. Mais ça suppose une gouvernance meilleure. Ce qui se fait là, c'est du gaspillage. Donc je pense que le Congo doit se donner, et les Congolais doivent se donner aussi, demain des dirigeants capables de faire en sorte que le potentiel qu'on a permette aux Congolais de se dire « nous sommes parmi les meilleurs pays d'Afrique et même du monde ». Ça c'est possible. Bien sûr on vous dira « oui, Pascal Lissouba a promis la petite Suisse, on n'a pas vu ». On sait que Pascal Lissouba a été entravé. La preuve,
Si aujourd'hui on dépense l'argent du pétrole, c'est parce qu'il y a eu les contrats de production. C'est Pascal Lissouba, ça. S'il y a l'accord avec le Fonds monétaire, nous étions arrivés au point d'achèvement. C'est Pascal Lissouba, ça. Si vous comparez même la décentralisation actuelle par rapport à celle de Lissouba, c'est pas du tout pareil. La décentralisation à l'époque du Souba se faisait y compris jusque les chefs de district. L'élection se faisait là-bas. Aujourd'hui, ça s'arrête au niveau du département. Donc même en matière de démocratie, on allait plus loin. Mais demain, nous ferons encore mieux. L'entrave qu'on a connue de 92 à 97 va s'arrêter et nous allons proposer à ce pays une équipe de dirigeants capable de produire ce qu'on attend des Congolais. Faire du Congo et de l'Afrique un continent, il fait bon vivre. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.